Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce jour au CFIA pour cette présentation de SIGA et ses partenaires. Sans plus attendre, nous allons commencer. SIGA, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, est une entreprise qui travaille sur le sujet de la transformation alimentaire, sur cet axe qualité. J'étais moi-même au Brésil en 2016 et je n'arrivais plus à faire mes courses dans les rayons des supermarchés. Dans les rayons des desserts lactés, je ne trouvais pas de yaourt nature, mais seulement des desserts lactés édulcorés avec des texturants, etc., des listes d'ingrédients très longues. Même constat dans le rayon des biscuits sucrés, ces pauvres Brésiliens n'avaient que des biscuits qui ressemblaient davantage peut-être à des croquettes très colorées, extrudées, encore une fois avec des listes d'ingrédients très longues. Donc je me suis dit que c'était une problématique partagée par un certain nombre de consommateurs et ai commencé à évaluer des aliments avec les outils qui étaient mis à disposition alors, dont le Nutri-Score par exemple ou le Traffic Light. Malheureusement, lorsque j'évaluais des aliments avec ces outils, je n'arrivais pas à faire ressortir les meilleures recettes, ou du moins celles que je considérais de meilleure qualité. En bon français que je suis, j'avais bien appris que le croissant, devait être au beurre et non pas aux matières grasses végétales raffinées, quelque chose que je n'arrivais pas à faire ressortir avec ces indices. J'ai donc interrogé des scientifiques qui m'ont présenté un outil, la classification NOVA, qui pour la première fois évaluait les aliments au regard de leur degré de transformation. Et donc avec cet outil, j'arrivais à distinguer effectivement les biscuits au beurre des biscuits édulcorés avec fibres, édulcorants, texturants, etc. Quand je suis rentré en France, j'ai commencé à constituer un comité scientifique pour travailler avec cet objet à l'évaluation concrète d'articles que je trouvais dans les rayons. J'étais un peu en difficulté face aux nombreux ingrédients qui se présentaient à moi et donc nous avons travaillé sur une méthodologie qui est aujourd'hui publiée pour pouvoir distinguer les aliments ultra transformés, notamment de ceux qui ne le seraient pas. Alors, les aliments ultra transformés sont des aliments qui se révèlent aujourd'hui particulièrement délétères pour la santé, ou du moins participants de régimes alimentaires délétères. On a plus de 80 études épidémiologiques qui associent la consommation de ces aliments à des effets délétères sur la santé. Si je devais citer qu'une étude, c'est une étude parue en 2019. Au-delà de 4 portions d'aliments ultra transformés quotidiennement, on s'expose à un risque de mortalité accru de 62%. Pour chaque portion supplémentaire, c'est plus 18% de mortalité associée. Aujourd'hui, c'est 2/3 de l'offre des supermarchés, 36% des apports caloriques des Français, un sujet réel à adresser. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui un objectif transverse inscrit au PNNS qui porte sur la diminution de 20% de la consommation d'aliments ultra transformés pour les Français. La classification rapidement SIGA va du plus brut au plus transformé. Donc on pense avec le brut, sans aucun process, si ce n'est des coupes ou pelages. Viennent ensuite les aliments peu transformés avec des procédés mécaniques ou thermiques simples qui ont été appliqués. Mise en jus, mise en poudre, cuisson, pasteurisation, stérilisation nous emmènent en peu transformés. Nous retrouvons aussi également ici les ingrédients culinaires peu transformés, gras, sucre, sel, qui n'ont pas été obtenus par des procédés d'ultra-transformation. Lorsque l'on assaisonne un plat avec ces ingrédients culinaires ou que l'on prépare un aliment avec des ingrédients culinaires, on bascule chez Nova, chez SIGA, dans le groupe des transformés. Viennent ensuite le groupe des aliments ultra-transformés, dans lesquels on va retrouver ce que l'on appelle des marqueurs d'ultra-transformation. Ce sont des ingrédients qui n'ont pas été obtenus par des procédés mécaniques ou thermiques simples, mais par des procédés plus drastiques qui conduisent à isoler une partie d'un ingrédient ou à dénaturer ces mêmes ingrédients. On pensera aux amidons isolés hydrolysés qui nous donnent du sirop de glucose-fructose. Voici ce que donne la classification appliquée à 2 groupes alimentaires. Donc on a ici les fruits et les viandes blanches, brutes, avec ma pomme, peu transformée, mise en purée, sans ajout d'ingrédients culinaires, transformée, compote, ajout de sucre, transformé ici qualifié de gourmand parce qu'on dépasse les seuils FSA dans ces jus de fruits à base de concentré. On considère que le concentré de fruits est un sucre ajouté. Et viennent ensuite les aliments ultra-transformés dans lesquels on va retrouver des marqueurs d'ultra-transformation. Cet indice, aujourd'hui, on le présente aux consommateurs. Donc on a lancé une application qui a près de 200 000 téléchargements. On attend encore cette nouvelle. Et un indice que l'on va aussi retrouver sur divers sites e-commerce, dont le site de Biocoop ou le site de Franprix. Et une information qui commence à arriver sur les packaging.
effectivement, de premiers industriels se sont engagés à faire transparence sur cette notion directement sur le packaging. Cette notion, elle est extrêmement importante au regard des études épidémiologiques et au regard des différents axes qualité aujourd'hui qui sont présentés pour mieux manger. Ceci a été théorisé, le régime 3V que je vous présente ici à droite, c'est ce qui permet de définir les régimes préventifs durables. Tous les régimes préventifs durables sont 1. Principalement végétaux, 2. Vrais, en opposition à ultra transformés, et 3. Variés, en allant privilégier le bio local de saison pour des aspects de durabilité. SIGA vient adresser cet axe du vrai, qui est le plus compliqué aujourd'hui à identifier dans les rayons. Dans tous les rayons, il y a des aliments ultra transformés. Bonne nouvelle, il existe aussi dans chaque rayon une alternative qui ne soit pas ultra transformée. Au-delà de cette transparence que l'on effectue aux consommateurs, on travaille directement avec l'industrie agroalimentaire, des industriels, des distributeurs, des collectivités. Nous les accompagnons dans leur stratégie pour faire des audits, des comparaisons au marché, de l'accompagnement à l'amélioration des assortiments ou très concrètement de l'amélioration aux produits sur des recettes en spécifique. In fine, on leur permet effectivement de faire de la transparence. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 50 acteurs de l'industrie agroalimentaire, donc comme je le disais, des industriels, des distributeurs, de la restauration collective. J'ai été très succinct, parce qu'aujourd'hui, nous avons convié 2 partenaires de SIGA. Nous avons aujourd'hui la chef de marque de l'enseigne Biocoop, Marine Balmins, et nous avons aussi la directrice générale de l'atelier V, Charlotte Marcelier. Innovation, excusez-moi, qui viendront témoigner pour nous et vous présenter les travaux qui ont été effectués justement avec SIGA. Sans plus attendre, je laisse la parole à Charlotte. Merci. Bonjour à tous. En effet, je suis Charlotte Marcelier et je suis responsable innovation au sein de l'atelier V. L'atelier V, c'est un petit atelier de... Alors, je ne sais pas où si on est passé à la suite. Ouais. C'est un petit atelier de fabrication végétale qui est né en 2016 de la conviction de notre fondateur, Xavier Leloir, qui est doublement passionné de développement durable et de gastronomie et qui a souhaité s'impliquer plus concrètement pour être acteur d'une alimentation positive, gourmande et engagée. Son grand dessein à lui, c'est d'inverser le modèle alimentaire en place pour une chaîne nourricière, depuis celui qui fait pousser jusqu'à celui qui mange, qui soit valorisée, valorisante pour l'ensemble de ces acteurs et qui sont en capacité de préserver la biodiversité de nos écosystèmes. Qu'est-ce que c'est une alimentation positive ? Enfin, quels sont nos engagements ? Notre conviction, c'est qu'il faut commencer par être positif pour les papilles. C'est-à-dire qu'en gros, on n'inversera pas le modèle alimentaire en place si on ne réjouit pas les papilles. C'est un peu le cheval de Troie. Mais jamais au détriment de la planète. C'est-à-dire, notre atelier est un atelier qui privilégie le règne végétal à base de légumineuses biologiques françaises et qui respecte le rythme des saisons. Positif pour notre futur et notre santé, avec des recettes qui sont 100% bio et que des ingrédients 100% vrais et naturels, sans marqueur d'ultra-transformation. Et enfin, une alimentation qui s'inscrit dans ces territoires et qui puise dans la richesse de ces territoires. On a fait des légumineuses biologiques françaises les ingrédients stars de nos recettes parce qu'elles cochent toutes les cases de la RSE et notre objectif, c'est de les revaloriser dans des recettes pleines de peps et de gourmandise pour régaler et rassembler finalement tous les gourmands. Pourquoi les légumineuses ? C'est parce quand je dis qu'elles cochent toutes les cases de la RSE, elles ont des propriétés agronomiques exceptionnelles, elles sont aussi des propriétés pour la santé exceptionnelles, enfin sur tous les leviers économiques, sociétaux et environnementaux. Elles ont la capacité d'inverser le modèle alimentaire en place si on rétablit un équilibre entre protéines animales et protéines végétales. J'évoquais tout à l'heure que le grand dessein de Xavier, c'était d'inverser le modèle alimentaire en place en faisant de la RSE, non pas une composante de la stratégie, mais son point de départ. Donc en fait, les 3 piliers du développement durable sont nos racines et nos premiers fondements. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que derrière ça, il y a l'idée qu'en tant que fabricant et industriel de l'agroalimentaire, on est au centre
d'une chaîne nourricière entre celui qui pousse et celui qui mange. Et donc, on est en capacité d'impacter l'ensemble du modèle par les choix qu'on fait et par les engagements qu'on porte. Alors, on a beaucoup de convictions à l'Atelier V, mais je vais en présenter 2 pour le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. La première, c'est que c'est l'esprit visionnaire, c'est-à-dire que l'innovation est au cœur de notre réacteur. On fait en sorte de poser les jalons d'un nouveau modèle alimentaire et à commencer par apposer les indices SIGA on-pack pour justement encourager le consommateur à consommer moins d'ultra-transformés. Et pour de vrai, parce que la transparence est un vrai cheval de bataille pour nous. Et donc on souhaite faire la transparence sur les ingrédients, l'ensemble des ingrédients qui composent nos recettes, pour les sourcer de la même façon qu'on le ferait quand on fait ses courses pour la maison. C'est-à-dire qu'en gros, on cuisine à l'atelier, on est des vrais passionnés de cuisine, et cuisiner nous engage, enfin nourrir nous engage. Et en fait, on le ferait comme si on avait à nourrir notre famille au quotidien. On est les premiers consommateurs de nos produits. Donc derrière la notion de pour de vrai, comment est-ce qu'on s'est approprié l'indice SIGA au sein de l'Atelier V? À l'origine, on n'est absolument pas des pro-indices, donc on n'était sans doute pas les plus faciles à convaincre. Nutri-Score, Yuka, etc., ce n'est pas notre tasse de thé. Donc en fait, pourquoi est-ce qu'on l'a trouvé pertinent? C'est parce qu'on partage des valeurs en commun. On partage des valeurs pour défendre finalement la santé publique avec SIGA. Et parce qu'il s'intègre totalement dans notre ADN. On n'a pas cherché à s'intégrer dans cet indice, c'est-à-dire développer des produits qui rentreraient dans cet indice, mais parce qu'il nous colle parfaitement au basket. C'est exactement ce qu'on faisait de façon empirique, d'avoir cette vision très holistique de l'alimentation, c'est-à-dire avec des ingrédients vrais, comme si on cuisinait dans une cuisine ménagère. On considère que les scores qui intègrent trop d'algorithmes et qui ont une vision trop restrictive de la nutrition chiffrée ont une vision très réductrice pour le consommateur et induisent le consommateur en erreur. Ouais, je crois que c'est tout. Aujourd'hui, nos produits sont dans la catégorie 3 et 4, c'est-à-dire celle que tu as présentée tout à l'heure, Harris, transformé équilibré ou transformé gourmand, médaillé d'or ou médaillé d'argent sur l'indice SIGA. Ce sont des bases flexibles cuisinées, donc avec des ingrédients bruts et vrais qu'on transforme à l'atelier, pour défendre un modèle d'alimentation. Alors, chez nous, c'est les 4V, chez SIGA, c'est les 3V, une alimentation plus végétale, plus vraie, plus variée et vraiment gourmande. L'idée, c'est qu'avant de travailler avec SIGA, on avait cette démarche empirique, mais qui n'était pas finalement différenciante et valorisée par rapport à nos concurrents sur le marché. Parce qu'on a aussi eu une formation en R&D, enfin pour l'équipe R&D de l'équipe SIGA, on s'est rendu compte que même un cuisinier qui fait tout qui travaille avec cœur dans sa cuisine, il est en capacité de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on a tous à domicile des ingrédients qui semblent clean sur le papier et qui finalement intègrent des marqueurs d'ultra-transformation. Et ce qui fait la qualité du cuisinier, c'est pas tant la taille de la cuisine, mais vraiment la sélection des ingrédients qu'on intègre dans nos recettes. Donc ça, finalement, on a découvert des catégories d'ingrédients. Je pense notamment à toutes les huiles, où on a beaucoup appris sur les process qui induisent des marqueurs d'ultra-transformation. Et puis après, aujourd'hui, en tout cas, j'ai envie de dire, on sait que... Alors, on est jeune, on est né en 2016. Aujourd'hui, par chance, aucun de nos produits n'intégrait de marqueurs d'ultra-transformation, mais on espère grandir. Et donc, du coup, on sait qu'on a un socle posé pour le développement des gammes à venir au sein de l'équipe R&D, pour ne pas dévier de cette ligne de conduite, en fait. Et puis, il y a aussi un avantage évident, c'est celui de la valorisation on-pack de cet indice, qui crée une différenciation avec nos concurrents, parce qu'aujourd'hui, on intègre le marché du végétal. Et il y a 2 axes sur le marché du végétal. C'est soit, pour beaucoup en tout cas, j'essaye d'imiter, de faire des simili
de carnet, et auquel cas, pour reproduire la texture ou la saveur de la viande, je vais avoir besoin d'intégrer des marqueurs d'ultra-transformation, ou, comme nous on le fait, on cherche plutôt à explorer d'autres territoires culinaires. Et du coup, ce qui ferait notre différenciation, c'est d'intégrer justement de l'ingrédient brut, naturel et 100% vrai. Pour moi, l'indice SIGA, il arrive au bon moment parce que justement, il faut faire la clarification sur cette distinction sur les marchés, la distinction pour le consommateur et pour les industriels. Aujourd'hui, il y a un flou autour de la transformation et l'ultra-transformation. Et l'idée, c'est de bien clarifier la différence. Transformer, aujourd'hui, c'est cuisiner. Qu'est-ce qu'on fait à l'atelier V, donc je disais, on a fait des légumineuses, des ingrédients stars de nos recettes, et on essaye de les réintroduire dans des recettes pleines de peps et de bonne humeur, colorées, joyeuses, comme l'équipe de l'atelier V. Et en fait, on a développé historiquement une gamme de houmous 100% naturel, jamais pasteurisé, qui intègre et qui explore la diversité des légumineuses biologiques françaises, des épices, des légumes, dans des recettes qui suivent le rythme des saisons. Toutes ces recettes sont médaillées d'or SIGA. On a aussi une gamme de falafel, de légumineuses biologiques françaises, elle aussi, qui est très créative, avec des vrais partis pris culinaires, qui sont ou médaillées d'or ou médaillées d'argent en fonction du pourcentage de matière grasse, en fait, du pourcentage d'huile. C'est surtout ça qui crée la différence sur les recettes, entre une recette médaillée d'or et médaillée d'argent. Et puis, des hachés. Ça, c'est une gamme qui est sortie au mois de mars. Ce sont des hachés de légumineuses biologiques françaises. Donc là aussi, c'est l'idée de rassembler, de pouvoir être autour d'un plat 100% végétal et de pouvoir se régaler tous ensemble autour d'un même plat. J'ai voulu reprendre un petit peu la différenciation. Alors, l'image est floue, excusez-moi, mais c'est notre houmous de haricots rouges et betteraves, qui aujourd'hui est médaillé d'or SIGA. Et si on s'était intéressé au Nutri-Score, ce qui n'est pas notre cas, il serait noté C, ou il est noté C. J'aimerais rappeler qu'on peut être vertueux autrement qu'en essayant de développer des produits qui soient Nutri-Score A, parce que, alors avant d'être responsable innovation à l'atelier V, j'étais consultante en innovation, et combien ai-je vu de rapports de stage de R&D passer où le sujet de stage c'était passer du Nutri-Score C au Nutri-Score A. Alors j'aime autant vous dire que sur un produit comme ça, je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire, sans doute ajouter de l'eau, retirer l'oléagineux, peut-être des fibres, j'en sais rien en fait, je ne me suis pas posé la question. Mais ça aurait été évidemment dégradant pour la qualité organoleptique de ce produit, ce qui est finalement une de nos premières valeurs, de régaler sans intégrer de faux ingrédients. Et puis, j'aime à dire aussi que j'ai souvent rencontré des fournisseurs d'ingrédients, donc c'est le CFIA. Donc c'est un peu un appel du pied, des fournisseurs d'ingrédients qui s'inquiétaient de l'avenir de leur métier, avec l'avènement du clean et de la naturalité. Et en fait, j'aurais dit, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, moi, je suis responsable innovation et notre trou dans la raquette, régulièrement, on laisse des développements dans les placards parce qu'on n'a pas trouvé les ingrédients vrais et les filières, on est obligé de les construire. Donc plutôt que de mettre 6 mois ou 9 mois à développer la recette, on va mettre 3 ans parce que la filière n'existe pas. Ou parce que travailler des herbes fraîches qui soient dénoyées, désinfectées tous les jours à l'atelier, c'est un sacré enjeu. Ou trouver je donne des exemples, hein, mais du zeste de citron vert prêt à être utilisé sans avoir à lancer toute l'équipe sur le râpage tous les matins à 8h. Voilà, j'ai envie de lancer un appel. Il y a encore un boulevard pour des ingrédients vrais qu'on puisse utiliser dans nos cuisines. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais derrière moi, il y a une grande équipe. On est 18 léguminivores, une équipe avec des personnalités très colorées et qui s'engagent tous les jours à vous régaler et à vous nourrir vrai. Voilà. Merci à tous.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Marine Balmain, je suis chef de groupe à la Biocop, donc premier réseau de magasins spécialisés bio. Et je suis en charge du développement, du déploiement de notre offre à marque Biocop, donc notre offre à marque propre, et de la cohérence de la stratégie de cette marque sur l'ensemble de notre offre. Donc cette marque Biocop, elle s'engage réellement aujourd'hui, c'est le sujet, sur la réduction de l'ultra-transformation, et je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'on a procédé, comment est-ce qu'on a rendu ça réalisable et opérationnel dans nos équipes et que ça devienne une réalité dans notre offre Biocop aujourd'hui. La marque Biocop, j'ai l'impression qu'il y a la présentation est un peu coupée, mais ça va marcher quand même. La marque Biocop, qu'est-ce que c'est la marque Biocop? Donc c'est aujourd'hui 530 références. Donc c'est une gamme qui est assez large, qui se compose de produits emballés. Vous voyez ici à l'écran des produits qu'on reconnaît facilement au code couleur bleu et blanc et qui portent fièrement le logo de notre enseigne. Mais c'est également des produits qui sont non emballés, à savoir des produits au rayon vrac, au rayon service arrière, type fromage à la coupe, charcuterie à la coupe, boucherie à la coupe, et également du fruits et légumes. Cette marque Biocop, elle a vocation à être l'incarnation de la singularité de notre projet Biocop. Le projet Biocop, aujourd'hui, s'articule autour de 3 objectifs structurants qui ont du sens pour le développement de la bio, qui sont l'écologie, l'économie sociale et solidaire et la bioexigeante qui va avoir un lien très fort, vous allez voir, avec la réduction de l'ultra-transformation. Cette marque Biocop, aujourd'hui, c'est des produits qui sont développés spécifiquement pour Biocop et selon les exigences Biocop pour répondre à ces enjeux d'écologie, d'économie sociale et solidaire et de bioexigeante et qui se retranscrivent ici dans quelques indicateurs. On essaye d'avoir des produits à marque Biocop qui sont fabriqués avec des matières premières au plus proche. Il y a vraiment cette notion d'écologie, aller chercher la matière première dans les lieux de production français au plus proche des lieux de consommation. Aujourd'hui, on a 83% de notre produits qui ont plus de 80% d'ingrédients origine France. C'est aussi des produits qui sont fabriqués par des fournisseurs français. 98% de nos produits à marque Biocop sont aujourd'hui fabriqués en France. On a vocation à aller évidemment sur du 100%. Ce qui n'est pas aujourd'hui encore sur le 100%, c'est des produits plutôt sur du petit équipement, type sac coton ou autre chose. C'est pas sur de l'alimentaire. On a vocation aussi à avoir des produits qui sont solidaires, et ça c'est vraiment en lien avec notre axe économie sociale et solidaire, en utilisant la matière première qui est ici des groupements sociétaires de Biocop. En fait, Biocop, c'est une coopérative. Dans cette coopérative, il y a des magasins, évidemment, tout le monde connaît les magasins, 700 magasins, mais également des producteurs agricoles, des consommateurs et des salariés. Ces producteurs agricoles, ils sont en recherche de débouchés pour leurs matières premières et on vient intégrer ces matières premières dans nos produits pour 2/3 d'entre eux. Sujet aussi important, c'est la réduction de l'ultra-transformation. Avec moins d'ultra-transformation dans notre offre, on va rentrer plus en détail sur ce sujet-là. Mais on travaille également la notion de réduction des emballages à usage unique, donc trouver des solutions pour nos consommateurs pour éviter l'emballage à usage unique. Donc ça peut être du vrac, ça peut être des produits non emballés, mais ça peut aussi être des produits emballés dans un emballage qui va être réutilisé, réemployé, rechargé. Aujourd'hui, c'est un quart de notre offre à peu près qui est sur des alternatives à l'emballage à usage unique. Et enfin, on a une marque Biocop qui se veut équitable. 65% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui se fait sur des produits équitables. Donc équitable origine France ou équitable Nord-Sud. Tout ça pour vous dire qu'on a des engagements forts et multiples et qu'on n'a quand même pas hésité à aller sur encore autre chose avec la réduction de l'ultra-transformation parce que ça faisait sens avec le projet Biocop sur la bioexigeante. Donc pourquoi avoir choisi la réduction de l'ultra-transformation et s'être vraiment appuyé sur SIGA? En fait, Aris le disait tout à l'heure, SIGA, c'est le fondement, c'est l'alimentation vraie. L'alimentation vraie, ça a vraiment du sens, j'ai envie de dire, pour Biocop, parce que la bio, c'est ça, c'est se rapprocher de la nature, consommer plus vrai. Et Biocop, c'est ça aussi, réapprendre aux consommateurs à cuisiner davantage pour être au plus près du fait maison, forcément, mais également proposer des produits, parce qu'on a une réalité client qui fait qu'on n'a pas le temps tous les jours de cuisiner, on n'est pas toujours confiné chez soi et bloqué. Voilà, la vie va reprendre et va continuer. Donc l'idée, c'est aussi de proposer des produits tout prêts, mais qui répondent à cet enjeu de consommation vraie.
Donc pour notre marque de Biocop, donc vous verrez dans le support de présentation, marque de Biocop, le sigle c'est MDB. On a fait le choix de n'avoir plus aucun SIGA Score 7 dans notre offre. Donc contrairement à l'atelier V, même si les produits ils avaient été développés dans une logique quand même de clean label, de réduction des ingrédients, malheureusement dans 500 produits, on avait bien des produits avec des marqueurs d'ultra transformation. Et quand on a pris cette décision il y a à peu près 18 mois, on avait à peu près un quart de nos produits à fin 2020 qui étaient avec ce SIGA Score 7. Et l'objectif qu'on s'est donné, c'est que dans un an, donc à la fin du deuxième trimestre 2022, on n'ait plus aucun produit SIGA Score 7 dans notre assortiment à marque Biocop. Et ça passe par un plan de rénovation de notre offre. On a à peu près 100 références à rénover. Il y en a déjà une quinzaine qui sont en rayon aujourd'hui, donc il en reste encore une petite partie qui sont en cours de rénovation. Et puis surtout sur toutes nos nouveautés, parce qu'on a un développement fort de notre offre à marque, on va aller choisir de ne faire aucun SIGA Score 7. Donc là, à l'instant où on se parle, on a déjà amélioré considérablement cette part de non ultra transformée, ou en tout cas pas SIGA 7, puisqu'on a 82% de notre offre qui aujourd'hui n'est plus en SIGA 7. Ce nouveau critère de sélection et de développement de nos produits, ça s'est forcément mis en place avec un accompagnement de nos équipes. On a en fait une personne qui est responsable R&D ingrédients, qui consacre beaucoup de temps à ce sujet-là. Elle a l'expertise et la compréhension forte du modèle SIGA et elle va être un appui technique pour rechercher des solutions ingrédients pour remplacer les ingrédients problématiques de type marqueur d'ultra-transformation ou autres. Et puis on a également une équipe de chefs de produits qui est en charge des développements et qui a été formée par l'équipe SIGA sur la notion de réduction de l'ultra-transformation et surtout le sens que ça avait pour pouvoir ensuite, nous on n'est pas fabricants, donc aller porter ce discours auprès de nos fabricants, les sensibiliser au sujet et également les accompagner sur les recherches de solutions. Aujourd'hui, un développement produit ou une rénovation, en termes de process ou de méthode, ça se fait de manière assez logique, j'ai envie de dire. En fait, à chaque fois qu'on va vouloir développer un produit ou rénover un produit, on va d'abord analyser l'univers concurrentiel et identifier ce produit-là, cette catégorie, quel est le score moyen et quel est le niveau d'ultra-transformation de cette catégorie. Et on va ensuite identifier quelle est la cible pour notre produit Biocop, nouveauté ou ma cible de demain pour mon produit qui sera en rénovation. Et on va toujours se dire, donc pas de SIGA 7, ça c'est la base, mais également avoir un SIGA Score quand même qui est cohérent avec la catégorie. On voyait tout à l'heure des catégories type purée de fruits qui sont des produits peu transformés où la SIGA Score C2. On ne va pas lancer à marque Biocop une compote en SIGA 3 quand on peut faire une purée de fruits en SIGA 2. Donc l'objectif, c'est toujours aussi d'être sur un SIGA Score qui va être inférieur ou égal à celui de la catégorie. Donc on aura des exigences plus fortes sur un pur jus, évidemment on sera plutôt sur des SIGA 2. Par contre sur des biscuits, des céréales petit déjeuner qui sont plus complexes avec plus d'ingrédients, on va pouvoir aller jusqu'à un SIGA 6 sur du coup quelque chose d'un peu plus gourmand. Donc on va briefer nos fournisseurs dans ce sens-là, en leur identifiant également les marqueurs d'ultra-transformation qu'on ne souhaite pas retrouver, qui sont habituellement présents sur le marché sur cette catégorie, et qu'on va vouloir donc supprimer ou substituer dans nos propositions produits. Et chacune des propositions qui sera faite ensuite par les fournisseurs sera screenée via l'outil SIGA, qui permet vraiment d'identifier le score. Et ce sera un des critères de choix dans la sélection du produit, en plus de, évidemment, la validation organoleptique et tous les critères qu'on a vus avant, à savoir le commerce équitable, le local, l'origine France, la réduction de l'emballage, etc. Tout ça va aller orienter nos choix pour un produit et pour un fournisseur. Quelques exemples de nouveautés qui ont été lancées là, sur le court terme, pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'on a travaillé. On a travaillé sur une gamme de confitures. Une gamme de confitures, peut-être que dans l'imaginaire collectif, on se dit que ce n'est pas le produit le plus transformé qui soit. Et pourtant, l'ajout de pectine, c'est quand même un marqueur d'ultra-transformation qui permet la gélification du produit. Nous, on a fait le choix d'aller sur une gamme de confitures qui est sans pectine. Et du coup, comment on fait pour avoir une confiture sans pectine ? Tout simplement, on met plus de fruits et on met des fruits avec des morceaux pour avoir une texture plus présente, plus gélifiée.
Ce choix de réduction de l'ultra-transformation, en plus, il a pu se faire sans rogner sur les autres critères, puisqu'on arrive ici en plus à avoir des fruits français, une fabrication française, des produits équitables. C'est vraiment pour vous dire que oui, c'est une exigence, mais en fait, ça ne nous empêche pas de mener les autres travaux et les autres sujets qui sont cohérents avec notre marque. Exemple sur des yaourts aux fruits, sans arôme. Donc on est sur un SIGA score 7,4 quand la moyenne de la catégorie sur du yaourt aux fruits ou aromatisé est à 7. Là, on ne met pas d'arôme, on met plus de fruits. Et on choisit aussi des fruits qui ont une intensité. Peut-être qu'il y a des fruits sur lesquels on aura plus de difficultés à aller. Là, on a fait le choix de la mangue passion justement parce que c'est intense, parce que ça donne aussi une texture. Le citron, pareil, c'est des notes aromatiques assez intenses. La pâte à pizza, SIGA score 4 pour la marque Biocop, 5 pour la moyenne de la catégorie pâte ménagère. Là, on a fait le choix de ne pas mettre d'amidon, pas mettre de levure phosphatée et de privilégier du bicarbonate pour que la poudre lève ou du jus de citron pour la conservation. Donc, j'ai envie de dire, sur tout ce qui est nouveauté, finalement, c'est pas si difficile puisque le client il n'a pas identifié une cible organoleptique, il n'a pas de produit en tête, on lui propose un nouveau produit. Par contre, pour les produits en place, il avait l'habitude de retrouver une certaine qualité organoleptique de produits et de reconnaître la marque Biocop pour cette qualité organo. Donc là, le travail est un peu plus compliqué puisqu'il faut arriver à simplifier nos recettes et en même temps essayer de conserver la qualité organoleptique. La charcuterie, par exemple, on a fait le choix de supprimer les sels nitrités pour passer d'un SIGA 7 à un SIGA 4. Donc là, comment est-ce qu'on fait ? C'est complètement le process de fabrication qui est modifié avec l'utilisation de bouillons aromatiques. Et puis là, pour le coup, on a un impact organoleptique puisque la couleur du jambon ou des lardons change, puisqu'on n'est pas sur une charcuterie très rose. Le rose est surtout dû au sel nitrité, mais on va être sur quelque chose de plus gris. Donc là, il y a une notion d'accompagnement aussi du consommateur pour prendre conscience que le jambon rose qu'on a eu l'habitude de voir depuis toujours, en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus vrai et de moins ultra transformé. D'autres exemples de la limonade où on substitue des arômes par des huiles essentielles, des soupes où on supprime des amidons qui étaient là pour la texture ou des sucres qui vont aller augmenter l'aspect un peu l'équilibre nutritionnel. Et on va supprimer ces éléments-là et puis on va miser sur les légumes et même se rendre compte d'ailleurs sur cette gamme de soupes que finalement on mettait un amidon un peu par sécurité pour que la soupe ne défasse pas. Finalement on enlève l'amidon. La soupe, elle ne défasse pas tant que ça. C'est très, très rare. On n'a eu aucune remontée consommateur sur le fait que la soupe défaisait et pas de baisse de nos ventes. Donc finalement, des fois aussi, nous, on est aussi des clients qui sont un peu plus avertis et qui sont prêts des fois à avoir des produits qui ne sont pas parfaits et qui ont l'habitude de secouer leur brique de soupe avant de la servir, par exemple. Mais il y a aussi cette histoire de pédagogie, essayer de changer un petit peu nos habitudes. Et justement, pour apporter de la pédagogie, aujourd'hui, Biocop a vraiment fait le choix de se faire un peu le porte-parole, un des porte-paroles de la réduction de l'ultra-transformation pour vraiment sensibiliser le consommateur, quels que soient les sujets, que ce soit le zéro déchet, la réduction de l'ultra-transformation, le local. Biocop a en fait envie de sensibiliser et d'apporter de la pédagogie sur ces sujets pour d'abord faire prendre conscience aux clients des petites optimisations, des petits pas qu'il peut faire vers une alimentation plus durable. Là, en l'occurrence, sur la réduction de l'ultra-transformation, on a eu 2 campagnes, une en septembre 2020, une en mars 2021, 2 campagnes digitales. Donc, une première qui était vraiment de sensibilisation, d'expliquer le concept de manière très simple, en disant finalement la réduction de l'ultra-transformation, c'est quoi ? C'est quand dans un produit, j'ai dans mon étiquette un ingrédient que je ne connais pas, que je ne trouverai pas dans ma cuisine. Finalement, on peut déjà commencer à se poser la question s'il a lieu d'être ici ou pas. Sur la campagne de mars 2021, là, on met vraiment en avant nos produits, et certains d'ailleurs dont j'ai parlé, sur la campagne Mangeons simple. Mangeons simple avec... alors, je ne sais plus ce qui est... par exemple, sur la confiture, c'est la pectine n'est pas... je n'arrive plus à lire. N'est pas conviée à nos peaux, je crois que c'est ça qui est indiqué. Voilà, des petites accroches un peu humoristiques, et puis de la réassurance ensuite. On a également eu une vidéo brute qui a été faite
qui met en scène la chef de produit qui a développé notamment la pâte à pizza. Et du coup, ça permet aussi d'amener un peu ces sujets, d'expliquer comment est-ce que cette pâte à pizza a été développée, quelles ont été les difficultés. Elle est disponible sur les réseaux sociaux. On a fait le choix également, Aris le disait tout à l'heure, d'informer nos consommateurs de ce SIGA Score sur l'ensemble de notre offre à marque, sur notre site e-commerce. Donc aujourd'hui, même si un produit MDB est à SIGA 7, le consommateur a complètement la traçabilité. On est sur une marque qui se veut transparente, une enseigne qui est transparente. Donc on sait qu'on n'est pas au top, on n'est pas encore à l'attendu puisqu'on ne veut plus SIGA 7, mais on donne la transparence complète à nos clients. Et enfin, pour ce qui est du relais on-pack, donc vous l'avez vu en début de présentation, on a beaucoup d'engagement sur cette marque. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait le choix de mettre le SIGA Score sur le packaging. Par contre, on a plutôt des discours d'Outpack qui sont toujours dans cette idée d'apporter de la pédagogie aux consommateurs sur la réduction de l'ultra-transformation, avec des notions de type pas d'ingrédients inconnus dans nos recettes, sur des produits qui vont être reformulés, sur la notion de pâte à pizza comme à la maison, en expliquant qu'on a mis du bicarbonate pour faire lever la pâte plutôt que des levures phosphatées, ou alors sur un produit dont on parlait tout à l'heure où la qualité organoleptique est impactée, en l'occurrence ici la couleur. On va être plutôt sur de la réassurance pour dire là c'est un produit qui est sans sel nitrité, et naturellement ce produit sans conservateur, il est moins rose mais il est tout aussi bon. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc c'était un peu l'occasion de vous parler de cette marque Biocop qui est la marque de nos valeurs et porteuse du projet d'enseigne Biocop. Donc c'est vraiment ce partenariat avec SIGA, ça a été vraiment l'occasion d'aller plus loin sur cette notion de bio-exigeante et puis qui est cohérente avec l'ensemble du projet, consommer plus vrai, plus végétal et plus varié. Voilà, je vous remercie. Je pense qu'on a peut-être un petit temps de questions dans la salle. S'il y a des questions, on se tient à votre disposition. Oui, pardon. Oui, bonjour, je suis Sylvie Gérard, société Prova. On est fabricant d'extraits de vanille, entre autres. Je voulais juste savoir, au niveau du score SIGA, qui le détermine? Est-ce que c'est vous, en tant que un organisme de certification, on va dire, ou est-ce que c'est chaque fabricant ou responsable de la marque qui, avec la connaissance qu'il a du score, peut déterminer son score, comme on le ferait sur une analyse nutritionnelle, par exemple? Aujourd'hui, les scores présentés par les partenaires sont calculés par SIGA. L'intégralité des scores qui sont retranscrits dans notre application aussi sont calculés par SIGA. Ils correspondent à la méthodologie scientifique qu'on a publiée en 2020. Comment est-ce qu'on calcule les scores? On part des informations légales qui sont présentes sur les packaging, donc la liste d'ingrédients, la table nutritionnelle, et on produit une analyse qui est identique à celle qu'on a publiée scientifiquement et qui est vérifiée par des scientifiques que l'on a en interne. Effectivement, nous veillerons à évoluer sur des modèles où on pourra faire intervenir des tiers pour confirmer le sérieux de cette méthodologie, la manière dont nous travaillons aujourd'hui. On est au début de cette aventure, donc en tout cas on tient à disposition l'intégralité des évaluations aujourd'hui, des justifications qui motivent ceci. Les évaluations sont effectivement calculées par SIGA. Il faut quand même une certaine expertise pour effectuer ce type de score. Donc aujourd'hui il est calculé avec des scientifiques. Nous irons plus loin sur la libération de cahiers des charges, la rédaction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on monitore un champ lexical de plus de 30 000 termes qui correspondent à plusieurs centaines de process discriminés. Donc c'est un gros travail qui nous reste à faire encore pour pouvoir présenter ceci sous forme de cahier des charges et aller vers des formats de labellisation, certification. J'espère que nous aurons l'occasion d'avancer rapidement sur ce chemin. Bonjour, Étienne Guillochot de Food Dynamic Nutrition. Moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit au début, sur l'étude que vous reteniez, justement, avec l'augmentation du taux de mortalité avec la consommation d'aliments ultra transformés. Comment on explique mécanistiquement, physiologiquement, cette augmentation des morts? Est-ce que c'est avec les marqueurs d'ultra transformation qui sont contenus dans les aliments,
ou est-ce que c'est autre chose? Il y a différentes pistes qui sont identifiées scientifiquement quant aux relations, aux associations délétères de la consommation d'aliments ultra transformés sur la santé. Donc, sur les différentes pistes qui sont évoquées sur les scientifiques, il y a un déséquilibre nutritionnel présenté initialement sur la majorité des aliments ultra transformés. Maintenant, dans les études épidémiologiques, quand elles sont ajustées, on arrive toujours à avoir des effets délétères observés malgré ces ajustements. Donc, vraisemblablement, il faudra aller plus loin que ces premières observations. Il y a d'autres observations qui sont faites. Donc, il y a aussi moins de structure, une dégradation de la matrice en fait, qui est opérée sur les aliments qui sont ultra transformés, des matrices plus friables, des matrices plus liquides. Et on le sait, ça, effectivement, on n'a pas la même réaction métabolique à la consommation de ces aliments. Et puis, il y a effectivement des effets, vraisemblablement, sur la consommation même de ces marqueurs d'ultra-transformation. Donc, les plus connus sont les additifs aujourd'hui dans les marqueurs. Alors, attention, tous les additifs ne sont pas des marqueurs d'ultra-transformation. Il y a quelques additifs qui sont obtenus par des procédés mécaniques et thermiques simples. Et aujourd'hui, bien des ingrédients qui ne sont pas des additifs sont des marqueurs d'ultra-transformation. Donc on en a cité quelques-uns. Effectivement, je pense que vous n'êtes pas censé ignorer les études qui ont été menées, notamment sur la consommation de fibres isolées ajoutées ad hoc ou de sucre hydrolysé ou même de certains additifs. Donc il y a différents mécanismes qui interviennent aujourd'hui. En tout cas, les résultats présentés dans ces études épidémiologiques sont forts, malheureusement. Effectivement, il y a des effets très forts qui sont notés. Donc, au-delà de cette étude, on a des études qui portent sur les associations avec le cancer, avec les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, on a un double effet ubiquitaire, en fait, ethnique, c'est-à-dire que quelle que soit la population étudiée, lorsqu'il y a consommation accrue, forte d'ultra-transformés, il y a des effets délétères sur la santé. Et puis d'organes, quelle que soit la maladie, quel que soit l'organe étudié, à chaque fois, on a des effets délétères quant à la consommation de ces aliments ultra-transformés. Initialement, on parlait de forte ou surconsommation. Il y a même des études aujourd'hui qui présentent des différences. Je pense à une étude espagnole ou italienne qui associait aliments ultra transformés aux maladies cardiovasculaires. Entre 5 et 15% d'apport, on avait déjà un risque associé accru de plus de 40%. Donc c'est des chiffres qui sont relativement inquiétants. Il faut avancer sur ce chemin en réponse notamment à ce qui aujourd'hui est appelé par l'OMS, l'UNICEF, la France dans le PNNS et bien d'autres pays, puisqu'on a la majorité des pays d'Amérique latine qui ont inscrit ce critère dans leurs recommandations, limiter la consommation d'aliments ultra transformés, se rapprocher du vrai, du simplement transformé, du brut, des choses qui donc apparaissent en Europe, en France, en Belgique. On a aussi un guide israélien sorti l'année dernière qui est calqué sur le guide brésilien où est née cette notion, ce concept d'aliments ultra transformés. Bonjour, Hubert Drieux, je travaille en R&D chez Agromousquetaire. Faire des formules avec moins d'ingrédients ultra transformés coûte beaucoup plus cher au niveau des recettes. Ne croyez-vous pas que ces produits seront réservés à une certaine catégorie de clientèle et qu'on pénalise finalement la population qui a des moindres revenus et qui peut beaucoup moins investir dans l'alimentation? Alors, le sujet du prix n'est pas quelque chose que nous, on prend en compte quand on fait les évaluations, quand on travaille. Donc, je laisserai nos partenaires peut-être s'exprimer sur cette notion. En tout cas, je ne peux pas croire que soit réservé aux populations les plus défavorisées la consommation d'aliments ultra transformés. Je suis passé très rapidement tout à l'heure sur le régime 3V. Ce régime 3V, végétal principalement, vrai, varié, aujourd'hui, ça correspond notamment au régime flexitarien. Enfin, le régime flexitarien s'inscrit dans les 3V. On sait que ce régime, non seulement au-delà de l'économie de 20% d'émissions carbone, c'est aussi une économie de 20% au portefeuille. Donc, ce que l'on propose, c'est que notamment la diminution de produits carnés, on estime entre 37 et 42% des apports caloriques sur des produits animaux en France, devrait diminuer pour des aspects environnementaux, bien sûr, de santé aussi, et peut-être de portefeuille. Ces 20%, on propose qu'on puisse les récupérer à l'achat d'autres produits. Et maintenant, si on va s'intéresser plus particulièrement à ce qui est consommé, aujourd'hui, bien d'argent semble peut-être même gaspillé à la consommation de certains aliments. Quid de l'intérêt de boire des sodas et autres boissons ultra transformées? Quid de l'intérêt de consommer
certains aliments déjà préparés mais largement ultra transformés qui en fait pèsent extrêmement sur le budget aujourd'hui alimentaire des populations. On a également peut-être certains encas, apéritifs ou certains biscuits qui finalement ne revêtent guère d'intérêt alimentaire et qui pèsent aujourd'hui sur le budget. Donc effectivement, ça ne va pas se jouer qu'aux produits. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit plus cher pour tous les produits. Hein. On a observé qu'il y avait certains rayons où il était possible d'arriver sur les mêmes coûts. Et je sais que sur certains ingrédients marqueurs d'ultra-transformation, on a des coûts au kilo qui sont extrêmement élevés et que peut-être on pourrait retirer pour gagner encore une fois en possibilité de travailler sur des meilleures matières premières sur d'autres produits. Peut-être en complément, parce que l'histoire du prix, effectivement, est un vrai sujet. Pour nos produits à marque, évidemment, on a parlé de tout ce que l'on voulait mettre en termes de valeur. La qualité organoleptique associée faisait partie des critères de choix. Et évidemment, le prix en fait partie également. Aujourd'hui, nous, en tout cas, chez Biocop, on a en tout cas un effort encore à faire sur le prix. On a une image de cherté par rapport à l'enseigne. Mais pourtant, on travaille vraiment notre offre à marque Biocop dans cette idée de pouvoir faire en sorte qu'elle ne s'adresse pas qu'à une certaine catégorie de la socio-professionnelle, parce que ce n'est pas dans le sens du projet Biocop, c'est bien le développement de la bio pour tous et accessible à tous. Donc on veut vraiment être vigilant sur ce point-là. Et nous, pour vous donner une idée sur la marque Biocop, en fait, on essaie toujours de se benchmarker par rapport au marché, forcément, comme tout le monde, mais surtout de se comparer à ce qui est comparable. Donc, par exemple, on va toujours comparer nos produits par rapport au marché, identifier qu'est-ce que notre produit a comme valeur supplémentaire par rapport au marché. Est-ce que je suis sur le standard du marché? Tout le marché est, par exemple, fabriqué en France avec de l'ingrédient français. Et je n'ai, entre guillemets, rien d'autre à raconter, je serai sur un indice 100, je serai sur la même base que le marché. Par contre, un produit qui va être équitable, qui va avoir une réduction d'ultra-transformation, on va s'autoriser des écarts de prix justifiés par de la valeur produit qui pourront aller jusqu'à 15% de coûts supplémentaires par rapport à la moyenne du marché, en se disant, en amenant de la pédagogie, en rendant compréhensible et visible ces engagements de marque, on pense que certains consommateurs sont prêts à payer un peu plus cher pour passer le cap et acheter ces produits. Et après, il n'y a pas de secret non plus. Pour réduire l'ultra-transformation et maîtriser son budget, il faut aussi cuisiner un petit peu plus et changer sa façon de consommer. Et c'est aussi sur ça que Biocop se veut être accompagnant pour les consommateurs. Et essayons de réduire un peu nos produits tout prêts. Il y en a, mais il ne faut pas qu'il y ait que ça dans notre alimentation, et de retourner un petit peu en cuisine et faciliter le retour refaire soi-même. Je te rejoins, Marine. En fait, j'aurais ajouté ça aussi, même si on est fabricant et industriel de l'agroalimentaire. J'ai pas de problème à ce que, quand on dit inverser le modèle, il y a aussi inverser le modèle de sa consommation et donc consommer moins de produits industriels, se réapproprier la cuisine avec des ingrédients bruts est vrai. Et puis qu'en effet, bien se nourrir, ça a aussi un coût. Et en effet, moi je considère que manger français, local, c'est pas forcément manger moins cher. Il y a des démarches. Nous, on sait que nos produits sont plutôt sur le haut du marché, en effet, en termes de prix. On est une petite équipe, on a un petit atelier, on est en circuit spécialisé bio, etc. Mais on s'est finalement rendu compte qu'en allant regarder les prix en grande distribution de produits qui sont eux aussi ultra transformés, mais sur les mêmes offres même unités de besoin, on n'avait pas de différentiel de prix. Donc voilà. Une autre question sur les ingrédients. On a du mal à savoir quels sont ceux qui sont des marqueurs. Et notamment, je vais vous donner deux exemples. L'huile de colza que vous nous avez présentée dans la recette de houmous. Est-ce que c'est un marqueur d'ultra-transformation? Pourtant, vous aviez une note de 3 ou 4 sur ce produit. Et par exemple, un autre ingrédient qu'on utilise beaucoup dans nos formulations, c'est l'amidon de blé natif. Est-ce pour vous, on a le droit d'utiliser de l'amidon de blé natif et est-ce que nos produits qui utilisent l'amidon de blé natif seront ultra transformés ou pas? On n'interdit rien. Chez SIGA, on ne fait que qualifier au procédé d'obtention.
Donc, concernant les matières grasses végétales, ça va dépendre effectivement du procédé d'obtention. Donc, quand on est sur des procédés mécaniques thermiques simples, donc renvoyés légalement par les écritures vierges, vierges extra ou désodorisées, on ne sera pas qualifié d'ultra transformé. En revanche, lorsqu'on va opérer des étapes de raffinage ou d'hydrogénation ou d'estérification, effectivement, ces procédés aujourd'hui sont considérés comme des procédés qui conduisent à qualifier l'ingrédient qui l'a subi d'ultra transformé. Pour ce qui est de l'amidon, effectivement, amidon isolé correspond à un marqueur d'ultra-transformation, donc qui qualifiera d'aliment ultra-transformé l'aliment qui le présente. J'ai évoqué tout à l'heure, en effet, l'apprentissage qu'on a eu au sein de l'atelier au niveau du sujet des huiles. Vous avez évoqué l'huile de colza. L'huile de colza désodorisée n'est pas considérée comme un marqueur d'ultra-transformation. L'huile de colza oléique, enfin, si elle s'appelle comme ça, en est un. Je voudrais juste rebondir sur la première question que vous avez posée, monsieur, pour rebondir sur un chiffre qu'on n'a peut-être pas vu passer au tout début de la présentation. Selon Global Data Conso, il y a quand même 73% de consommateurs à l'échelle internationale qui se disent prêts à payer plus cher pour avoir des produits qui sont avec des ingrédients simples qu'ils trouveraient dans leur placard. Donc c'est un chiffre, certes, quand ils sont à l'acte d'achat, il y a quand même des précisions à apporter, des chiffres peut-être que tu peux redonner à Aris. Mais c'est important de noter que les consommateurs, à partir du moment où on leur explique, et bien sûr le prix est essentiel et est un facteur important, sont capables de payer plus cher pour avoir un produit meilleur, qui soutient une économie locale, qui est bio, locale de saison, etc. Et en effet, comme Aris le justifiait à juste titre, manger moins de viande, c'est aussi bon pour la planète, et ça permet aussi d'avoir plus d'argent aussi dans son portefeuille. C'est un cercle vertueux. Il y a différents chiffres. On va retrouver effectivement dans les études le critère de l'ultra-transformation, c'est le critère devenu numéro 1 après le prix, malheureusement. Mais numéro 1, l'achat, c'est ce qui est le plus recherché par les consommateurs. Il y a une étude qui nous a été d'ailleurs partagée très récemment par Cargill. Plus de 60% des consommateurs reposeront un dessert lacté lorsqu'il est considéré comme ultra-transformé au premier achat. Donc il n'y aura pas d'autre achat. Les premières choses qui seront recherchées sont effectivement ces aspects de naturalité, de simplicité, de vrai, quelque chose qui est demandé d'ailleurs depuis longtemps par les consommateurs, et on voit les enseignes arrivent en réponse à cette demande avec un mouvement de clean initié depuis une dizaine d'années. La notion d'ultra-transformation vient répondre scientifiquement à cette demande de clean et permet effectivement de le marquer jusqu'au packaging et d'aller valoriser ceci aux consommateurs. Sur les autres aspects tarifaires, alors on parlait, au niveau du régime, il y a des efforts qui peuvent être faits. Après, il y a aussi peut-être d'autres mécanismes. Alors, moi, je n'aime pas les mécanismes de taxation qui sont proprement injustes, mais peut-être qu'on pourrait aller vers davantage de neutralisation sur certains packaging ou de diminution des publicités. D'ailleurs, il y a des amendements encore récemment qui sont passés au Sénat ou à l'Assemblée pour essayer de travailler sur ces notions. Au-delà de ceci, les catégories qui sont le plus en difficulté, elles sont assez bien identifiées aujourd'hui en France. Malheureusement, ce sont majoritairement des étudiants, des familles monoparentales, des chômeurs. Peut-être qu'on pourrait, par des mécanismes de chèques qui porteraient justement sur des denrées brutes, des denrées fraîches ou des denrées vraies, venir un petit peu rééquilibrer ceci. Et en ce sens, très récemment, justement, les sénateurs ont proposé de présenter des chèques pour les étudiants et leur faciliter l'accès à une meilleure alimentation, ou ne serait-ce qu'à l'alimentation, parce que c'est des gens qui sont extrêmement en difficulté aujourd'hui. Réorienter ces chèques vers justement des produits plus vertueux pourrait aussi être une solution. Donc SIGA n'a pas toutes les solutions en main. Effectivement, il faut arriver à travailler non seulement avec les industriels, avec vous aussi, distributeurs, avec Biocoop, et aussi le politique a sa place à prendre pour venir améliorer cette situation. Bonjour.
Alors du côté des industriels, ce qu'on observe en ce moment, c'est plutôt le déploiement du Nutri-Score. Du côté des consommateurs, on entend beaucoup parler de Yuka. Donc parmi tout ça, comment vous trouvez votre place, comment vous vous faites entendre? Et je n'ai pas tout à fait compris si votre logo va apparaître sur les produits à terme ou pas. Alors, il y a des produits, effectivement, il y a des produits qui affichent aujourd'hui l'indice SIGA sur le packaging. Il y a de premiers industriels qui sont engagés à faire transparence sur cette notion. Oui, il y a beaucoup d'indicateurs. Alors même au-delà des deux que vous avez évoqués, on a des allégations nutritionnelles aussi, nombreuses sur les packaging et qui malheureusement sont très souvent en contradiction avec cette notion du vrai. Je pense aux riches en, source de, moins de, sans, qui finalement... pour être obtenus, dans la majorité des cas, grande majorité des cas, sont obtenus et permis par le recours à des marqueurs d'ultra-transformation. Donc il y a effectivement un travail à effectuer, alors là ça va être plus compliqué, ça va être au niveau européen, sur les allégations qui aujourd'hui sont présentées par les industriels et distributeurs pour valoriser leurs articles. Je pense que justement cette notion d'ultra-transformation devrait permettre de mieux leur faire repenser ces axes de communication. Biocop l'évoquait et je te laisserai la parole aussi, Marine, sur ce sujet. Si on revient plus spécifiquement aux deux autres indices que vous nous avez évoqués, le premier a eu le mérite de se faire poser beaucoup de questions aux consommateurs, je pense à Yuka. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune étude scientifique qui justifie ni de la création ni de l'utilisation de cet indice, qui par ailleurs utilise des termes trompeurs, voire stigmatisants et impropres. En l'occurrence, rien ne permet à Yuka d'affirmer sur un produit que ce dernier est excellent, bon, mauvais ou médiocre. D'autre part, et comme je l'évoquais sur la méthodologie, il y a beaucoup de biais. On va retrouver notamment une pondération, rien ne permet de faire des pondérations, rien ne justifie ceci scientifiquement aujourd'hui, une pondération du Nutri-Score, qui est un autre indice qui se déploie aujourd'hui. Alors le Nutri-Score, lui, il est fondé sur la table nutritionnelle, donc des aspects positifs, taux de fruits et légumes, qui n'est pas sur la table nutritionnelle, fibres, protéines, et de l'autre côté des éléments négatifs, donc gras, sucre, sel, gras saturés. Comment a été monté ce Nutri-Score? On a observé au niveau épidémiologique que les régimes préventifs étaient riches en fruits et légumes, en fibres, et que les gras, sucre, sel pesaient sur ces régimes. Déjà, il y a une première problématique ici. Les gras saturés, on n'est pas tout à fait sûr scientifiquement. Il n'y a pas réellement de consensus. Si on fait une étude de la bibliographie, la moitié des études ne présentent pas de résultats. L'autre moitié présente des résultats, mais qui ne sont pas très forts, et en tout cas qui ne considèrent pas le fait que ces graisses saturées étaient naturellement présentes ou ajoutées. Et d'ailleurs, les études les plus récentes effectuées sur les gras saturés, notamment pour les fromages, présentent ces matières comme préventifs de maladies cardiovasculaires. Il y a un autre aspect, c'est celui des sucres, par exemple. Les sucres naturellement présents dans les fruits se révèlent préventifs du diabète. Aujourd'hui, on n'est donc pas sur une formule qui fonctionne par ajout, mais par quantité naturellement présente. Et on vient la poser ensuite au niveau de l'aliment, mais aucun aliment n'est équilibré en soi nutritionnellement. Il n'y en a qu'un seul, c'est le lait maternel, et a priori, au bout de quelques mois ou années, on ne devrait plus en consommer. Donc c'est bien la somme des aliments qui fait la qualité du régime, et pour arriver à cette moyenne du régime, on va consommer des choses qui sont au-dessus et des choses qui sont en dessous. Quand on regarde ce qu'il y a en dessous, on va se retrouver du coup avec des matières grasses végétales ou animales, même des biscuits sucrés, salés, vrais, qui, bien agencés au niveau du régime, ne seront pas délétères, au même niveau que des produits très ultra transformés qui, eux, on le sait, participent de régimes alimentaires délétères et néfastes d'ailleurs pour l'environnement. Et pour ce qui est au-dessus, c'est ce que l'on a observé. On a à peu près, si on étiquetait tout un magasin, on a à peu près la moitié des aliments qui seraient présentés favorables par le Nutri-Score qui aujourd'hui se révèlent être ultra transformés. Et ça, on l'observe aussi scientifiquement. Quelle que soit la qualité nutritionnelle d'un aliment, s'il est ultra transformé, il se révèle délétère. Donc aujourd'hui, il y a une forte efficacité du Nutri-Score a priori pour s'orienter dans les rayons. C'est très simple, vert à rouge, A à E, mais pourtant on risque en réalité, du fait de cet effet de halo, d'induire le consommateur en erreur, même au risque de nuire à sa santé. Donc là, il y a un gros travail d'éducation, de pédagogie à effectuer aux consommateurs pour qu'ils comprennent que ce n'est qu'une information nutritionnelle et qui n'est pas suffisante. Malheureusement, si cet indice est reconnu, plébiscité aujourd'hui par les consommateurs, très peu nombreux sont les consommateurs qui ont réellement compris ce que renvoyer comme information ce score, puisque la majorité des consommateurs pensent que c'est un score qui directement est lié à la santé. Vert, c'est meilleur pour ma santé. Rouge, c'est pas bon pour ma santé. Et en l'occurrence, c'est pas tout à fait ça. Je crois qu'on arrive à la fin du temps
réglementaire. Donc on vous remercie tous pour votre attention et puis on reste disponible pour ceux qui sont en présentiel pour les questions qui resteraient. Merci à toutes et à tous et merci à nos partenaires pour ce témoignage.